et bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi 21 février, vous êtes dans le ZCL News et nous serons ensemble jusqu'à 14 h. On va recevoir plusieurs invités, notamment Marie-France Goram, chargée de l'animation et de la valorisation du patrimoine, accompagnée de Achayak, donc qui représente l'association Rastafari Way. On va parler de conférences débats en lien avec le mois de l'Afrique, donc deux conférences qui seront prévues le 26 et le 27 février. On reviendra dessus. On parlera aussi avec Monsieur Dakalor du fruit à pain. C'est un exploitant agricole qui a dédié sa culture aux fruits à pain. On parlera avec Caroline Richelot, responsable de l'ASFO Conseil, de cette nouvelle formation continue pour les managers lancée par l'ASFO, Business Unite Manager. On parlera aussi avec Alain Moustache Mayeko, qui est le 5e adjoint au maire de la ville de Port-Louis, donc justement de la ville de Port-Louis, de son actualité. Au niveau de l'actualité, justement, on reviendra sur la semaine des métiers de l'agriculture avec France Travail, ainsi que du micro-trottoir où on vous a posé la question des blocages. Que pensez-vous de cette méthode? Il s'agira aussi de parler de DE qui est finaliste donc dans les plus beaux villages de France dans l'émission Le village préféré des Français, donc la commune de DE qui a été sélectionnée parmi les 14 finalistes. On va commencer par justement cette semaine de l'agriculture, semaine des métiers de l'agriculture avec France Travail qui est organisée du 19 au 23 février pour renforcer l'attractivité du secteur, faire connaître les métiers, les filières, les formations, faciliter les recrutements des entreprises et peut-être susciter des vocations. On va voir un reportage d'Olivier Mouradel. France Travail a organisé du 19 au 23 février les journées de l'agriculture et du vivant. Donc, il a été une évidence pour l'agence de Capesterre de s'impliquer dans ces journées parce que Capesterre, Trois-Rivières, sont des territoires majoritairement agricoles et il nous fallait donner absolument une visibilité sur les métiers, sur les opportunités d'embauche que ça représentait pour nos demandeurs d'emploi et surtout sur l'évolution de ces métiers. On a pu voir les différents domaines, les différents métiers de l'agriculture, les différentes filières qui touchent un peu au niveau agricole. Et puis, c'était un échange entre les recruteurs, les jeunes et puis les différents intervenants. Il était important pour nous de parler un petit peu de ce secteur d'activité, d'une filière où il y a effectivement des besoins. Voilà. Donc j'ai présenté un petit peu l'état des lieux, des filières, donc bovines, caprines, porcines, volailles, où on a encore, on dira, de la place pour de la production locale, d'accord, puisqu'on connaît un petit peu la fourniture de production locale par rapport au marché. Donc il y a de quoi faire. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis dans le domaine. Et on peut dire que c'est un beau métier avec ses avantages et ses contraintes, mais il faut savoir aimer ce que tu fais. Grâce au conseil départemental et à la mission locale qui était partenaire sur cette journée, énormément de jeunes qui sont venus et l'important c'était vraiment de communiquer sur la réalité de l'activité parce que les employeurs ont expliqué que quand on réduit la pénibilité du travail, quand on a des jeunes qui sont motivés, quand on fait des rotations plus fréquentes sur les postes, quand on couvre plusieurs activités différentes, quand on n'a pas à porter des régimes pendant des kilomètres sur le dos, ça favorise l'insertion professionnelle et les jeunes ont tout bénéfice à découvrir une activité sur laquelle ils ont beaucoup d'a priori et qui a fort heureusement évolué. Je dirais qu'il ne faut pas se focaliser sur les avis des gens. Il faut se donner un avis de soi-même. Il faut se lancer. C'est-à-dire que au niveau agricole, il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi des contraintes comme dans tous les métiers. Mais une fois que tu aimes ce que tu fais, c'est-à-dire tu es à la nature, tu peux être avec les animaux, tu es en plein air, tu vois. Donc c'est quelque chose pour moi qui a toujours été une bonne expérience et puis on ne baisse pas les bras. C'est quelque chose, c'est pas forcément évident, mais du moment qu'on y met du sien, ça peut être une très bonne expérience.
Voilà, donc durant cette semaine jusqu'au 23 février, différentes découvertes sont proposées, justement des visites, des journées immersives, job dating, découvertes de métiers, formation. Vous pouvez vous renseigner auprès des agences France Travail pour pouvoir voir les actions qui sont proposées près de chez vous. On va enchaîner avec ce micro-trottoir où on vous a posé la question, que pensez-vous des blocages, donc des blocages intempestifs qui sont réalisés souvent pour se faire entendre en termes de revendications. Est-ce que c'est la bonne méthode? On voit avec vous un sujet d'Olivier Félix. Bon, ça ne peut changer rien parce que nous sommes politiques qui n'ont pas fait travail à eux déjà. Ils là, ils mènent nous à la baguette et nous là, nous avons suivre tout ça, ils vont faire. Et nous ne pouvons arriver à rien parce que c'est seulement hier. Pour ça, avant, c'est bloquer route là. Mais là, on bloque, on va bloquer l'eau malheureux. Et l'économie là, ils parlent encore, ils ne payent pas encore. Bon, je ne vais pas avoir d'autres budgets encore. Hein. Chaque monde n'a qu'à penser qu'on y offre, mais en même temps, ça n'a pas qu'à arranger les gens qui travaillent parce que nous ni journée nous avons gagné, nous ni tout le monde nous ni vie en nous. Et ça a marché aussi si ça allait à nous, alors ça n'a pas qu'à arranger nous. Je dirais que c'est un peu compliqué, je le comprends, mais à ce moment-là, ne pas aller au travail aussi, ça m'embête aussi. Comme l'expression, on ne fait jamais d'omelette sans casser des œufs. Donc ça a du sens. Donc quand avec le dialogue, il n'y a pas de solution, malheureusement, on est obligé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Pourquoi bloquer les gens qui ont mangé l'argent, nous, c'est nous qui pouvons bloquer. Ils ont l'air ça, nous avons de l'eau sale, ils ont un bon petit de l'eau, ils ont table, ils ont mangé ça, ils ont voyagé, ils ont fait ça, ils s'en foutent de nous. C'est eux qui ont été bloqués. À casa, bloquer et laisser des 3 semaines les journaux parce que l'argent nous va gagner là, c'est pour nous payer un impôt, nous ne pas payer manger. Je comprends parfaitement que ça peut gêner les Guadeloupéens. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, si ça peut arriver à avoir une solution, enfin en tout cas, ça peut aboutir à une solution, ben, c'est tant mieux. Voilà, donc quelles sont les autres solutions à envisager? C'est une question qu'on peut se poser. On va revenir sur DE, donc, qui a été finaliste au plus beau village de France, sélectionné parmi 14 communes de l'Hexagone et des Outre-mer pour une émission, donc le village préféré des Français. Vous avez jusqu'au 8 mars pour pouvoir voter. On va voir un reportage justement de Max Morel. C'est un grand plaisir pour moi, mais j'ai constaté aussi une grosse fierté pour toute la population qui, dans sa grande majorité, est très contente de voir que DE est retenu comme village en lice pour obtenir ce prestigieux prix. On n'a pas travaillé pour ça, on a simplement, mes prédécesseurs ont su préserver le caractère authentique de la commune de DE et nous, les différentes équipes que j'ai eu à conduire, eh bien, on a amplifié et on a essayé de magnifier et d'introduire de l'innovation en gardant à DE son âme, qui est son authenticité, sa tradition. J'invite tous les Désiens, les Guadeloupéens, mais tout l'outre-mer, enfin, comme ils disent, hors Hexagone, à voter parce que c'est la commune de l'Outre-mer qui va représenter cette année. Et j'espère que nous ferons aussi bien, sinon mieux que Terre de Haut, puisque Terre de Haut était ici à la 2e place. Donc nous ferons tout, et je crois que les Guadeloupéens aussi feront tout pour que nous puissions obtenir le meilleur score. Voilà, donc vous avez jusqu'au 8 mars pour pouvoir voter pour la ville de DE afin qu'elle soit parmi les finalistes ou le finaliste de cette émission, donc qui signe sa 12e édition. On va recevoir maintenant donc Achaya, donc qui représente l'association Rastafari Way, et on va recevoir tout à l'heure sûrement Marie-France Goram qui va nous rejoindre et parler donc dans le cadre du mois de l'Afrique des conférences qui auront lieu le 26 février ainsi que le 27. Mais on va d'abord commencer par vous. Bonjour. Merci d'être venu. Donc l'association Rastafari Way, comment elle fonctionne? Quel est l'objectif de cette association et comment elle s'intègre dans le programme du mois de l'Afrique qui est dense, donc qui dure jusqu'au 3 mars, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le but de votre association? Ok, alors bien bonjour tout le monde. Donc l'association Rastafari Way
C'est une association qui a 20 ans l'année là ça. Nous café, alors on fait beaucoup de choses en fait. C'est une association Rastafari, donc on s'occupe de tout ce qui est artisanat, agriculture, éducation, culture, musique, enfin vraiment tout ce qui est Rasta. Et tout ce qui est bon pour la santé, tout ce qui est bon pour le corps, tout ce qui est bon pour l'esprit. Donc on a 20 ans cette année. On a déjà fait beaucoup de manifestations culturelles dans le pays, dans toutes les communes. Hein. On vient d'en faire une dans le cadre du mois de l'Afrique, le 10 février à Gosier. Donc c'était un gros village Rastafari avec plein d'exposants qui montraient tout le savoir-faire local au peuple guadeloupéen et qui partageaient avec le peuple guadeloupéen. Et puis la musique aussi, voilà. Donc c'est ce qu'on fait dans le pays. D'accord, donc plusieurs actions différentes sur différents domaines. Et là, vous venez dans le cadre du mois de l'Afrique animer ou co-organiser une conférence dont le thème est en lien avec le panafricanisme, puisque c'est le thème du mois de l'Afrique cette année. Et donc, comment... L'idée, c'est de pouvoir promouvoir l'unité entre la Caraïbe et l'Afrique. Comment votre association donc, participe à cette philosophie, ce concept, en fait, et comment on va pouvoir éclairer sur l'importance de renforcer ces liens-là à travers cette conférence? Alors, déjà, on organise des conférences. Oui. Et puis, pas que ça, mais c'est une part importante. Le docteur Umar Johnson, qui est notre invité international cette année, est déjà venu, a déjà été invité par nous avec l'association Racine aussi l'année dernière. Et en fait, c'est pour faire un partage avec le peuple. C'est pas pour donner des leçons, hein. C'est pour vraiment faire un partage, c'est pour mener un soutien aussi, emmener un soutien international dans tout ce qui est éducation des afrodescendants et du peuple en général, parce que c'est un docteur en psychologie, donc il s'occupe vraiment de tout ce qui nous concerne, parce qu'après ce qu'on a subi, notre histoire, hein, il faut vraiment qu'on reprenne les rênes. Et donc, il nous faut des personnes comme ça qui nous aident. Donc, il vient faire ce partage, et cette conférence est spécifiquement sur l'unification de la diaspora et de l'Afrique, parce que dans le combat qu'on mène contre l'État colonialiste et tout ce qui nous embête, hein, tout ce qui nous gêne, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis, la diaspora. Donc, lui, en Amérique, il fait un travail. Nous, ici, on fait un travail. En France, enfin, tous les afrodescendants font un travail dans le monde. Et il faut qu'on se regroupe et qu'on soit, pour être plus fort et pour y arriver, en fait, à vivre bien et à éduquer nos enfants correctement. Voilà. Donc, justement, le docteur Umar Johnson, qui est à Philadelphie, en fait, c'est ça? Oui. Il est psychologue et donc son travail, il est sur la création de son école aussi, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Donc, une initiative qui va être alignée aux principes panafricanistes, un peu comme ce qui voulait être fait en Guadeloupe, qui n'a pas encore eu lieu. Est-ce que ces principes, l'initiative qu'il a, lui, pourra inspirer notre façon de faire en Guadeloupe? Ben oui, voilà, c'est le but. C'est-à-dire que toutes les réflexions qu'il a eues, qu'il a toujours, la démarche qui suit, peut nous aider. Il est aussi un soutien, c'est aussi une porte ouverte sur l'international parce que ça informe l'international de notre problème d'école panafricaine qui n'ouvre toujours pas. Donc lui, il suit cette affaire de très près et il est aussi lui-même en train d'ouvrir une école pour les garçons pour l'instant, mais l'école de filles ouvrira après. Il a des difficultés aussi de son côté parce que c'est pas aujourd'hui qu'il essaye d'ouvrir cette école et que ce n'est toujours pas ouvert jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Justement, en fait, c'est une manière de conscientiser la population actuelle sur l'autonomie de la communauté, cette nécessité, en fait, c'est votre démarche? Oui, tout à fait, c'est 100% notre démarche. Donc, l'éducation, c'est la base. Il faut commencer par les enfants. Donc, si on ne peut déjà pas éduquer les nôtres, comment on va pouvoir continuer? Et puis, une autre éducation aussi qui nous ressemble plus. Donc c'est la même démarche, c'est vraiment un partage. C'est pas des leçons qui viennent nous donner, c'est un partage, c'est une force supplémentaire pour
pour ce qu'on fait, parce qu'on est dans la même démarche. Donc c'est l'importance de l'éducation et de la santé mentale, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup de blocages inconscients en lien avec toute la période de l'esclavage et notre situation actuelle qui est post-coloniale, on va dire. Donc c'est une façon de s'enrichir et d'ouvrir les consciences, c'est ça? Oui, parce qu'ils partagent avec nous des comment j'aurais dit ça, l'étude psychologique qu'il a fait sur certains comportements que nous avons. Donc ça peut aller, il parle des relations parents-enfants, mais aussi des relations de couple, des relations générales. Et il nous aide. Enfin, quand je dis il nous aide, c'est parce que quand on discute, on s'aide toujours. Donc le partage fait que ça nous donne une force pour nous amener plus de réflexion de notre côté, parce que c'est différent quand même en Amérique et aux Antilles, quel qu'on soit où on est dans le monde, mais en échangeant, partageant, cette force-là va nous aider à aller plus vite aussi, je pense. Justement, ça fait aussi référence à la conférence de Kémy Séba qui a eu lieu le week-end, qui parlait justement de l'importance du noyau familial, et que tout se passe à ce niveau-là, en fait, au départ, pour pouvoir après pouvoir rayonner dans sa façon d'être au quotidien. Voilà. Et c'est exactement ça. Et la base, c'est le noyau familial. Et la base, c'est la famille. Et la base, c'est nous. Comment on fait déjà nous entre nous, avant même de s'ouvrir à l'autre. Comment on s'organise nous, comment on se remouner nous, pour nous bien à l'aise pour après fonctionner avec tout le monde. Très bien. On va avoir une petite vidéo qui retrace justement vos activités et qui parle de cette conférence qui aura lieu le 26. Merci. Aura lieu le 26 à la salle Gérard Local, 19h. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette conférence, des échanges, des interactions, des questions? Oui, alors c'est ouvert à tous. On attend beaucoup de monde. Venez échanger, venez partager. C'est pas juste un monologue, ce sera un partage. On aura certainement aussi l'occasion d'en apprendre plus sur l'école panafricaine de Guadeloupe, où ça en est. On va demander à Marie-Jo de Racine de nous expliquer. Et puis on aura aussi le MIR qui est partenaire de l'événement, donc le Mouvement international des réparations dont je suis membre, parce que il faut savoir que les réparations, c'est une part importante de l'action pour pouvoir s'en sortir. Donc l'auto-réparation et les réparations générales. Et il va nous parler aussi de tout ça. Voilà. D'accord. Et donc, y a-t-il des projets, des partenariats à venir sur votre association, sur ce qui va se passer en dehors du mois de l'Afrique? Quelle est la suite? Alors, nous, on continue les villages Rastafari, donc on en aura encore cette année. On va continuer aussi les conférences parce que c'est très important d'éduquer notre peuple. Et puis, avec les jeunes, de l'insertion, des concerts, plus d'exposants encore, voilà, plein d'activités, on ne s'arrête pas. D'accord. Justement, l'auto-réparation, ça passe par toutes ces activités, toutes ces actions que vous menez et l'auto-réparation collective, en fait, elle est d'abord individuelle avant d'être collective. Oui, elle est d'abord individuelle avant d'être collective. Et l'auto-réparation, ça passe par beaucoup d'actions différentes. Donc, il faut qu'on mette en œuvre beaucoup de choses pour les jeunes, notamment la nourriture, l'alimentation. On ne peut pas continuer à se nourrir des aliments de d'autres personnes sans savoir même ce qu'on mange et puis continuer à croire qu'on va pouvoir être fort et être solide. Il faut qu'on s'occupe de notre propre alimentation, il faut qu'on s'occupe de notre éducation, il faut qu'on s'occupe de tout ce qui est à nous pour pouvoir être solide et vraiment être fort avec les autres.
Très bien, ben merci. En tout cas, il y a une deuxième conférence qui sera animée le 27, qui est en trait avec la casse traditionnelle en terre en Afrique et comment on peut libérer les murs, donc à la fois conscient et inconscient, sur nos mémoires. Ça va être animé par une autre invitée qui est Lucie Egma Malongo Solvar, donc à la salle Gérard Loquel. Et malheureusement, donc notre invité qui était chargé de parler de cette deuxième conférence n'a pas pu nous rejoindre, mais on reviendra sûrement dessus probablement demain. Pour parler de ces conférences. En tout cas, merci à Chaya d'être venue pour nous parler de votre conférence donc, que vous organisez le 26. Je rappelle, le 26 février, 19h, donc c'est gratuit, à la salle Gérard Loquel. Venez nombreux. Et voilà, vous avez en visuel donc, ces deux conférences qui vous sont proposées par la ville de Bémao. Voilà, merci beaucoup d'être venu. On va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure pour parler avec Monsieur Dacalor, donc exploitant agricole de la culture du fruit à pain. On parlera ensuite avec Caroline Richelot, donc de l'ASFO, de cette nouvelle formation Business Unite Manager, et on viendra avec Monsieur Alain Moustache Mayeko parler de la ville de Port-Louis. À tout à l'heure. Et bonjour, alors vous êtes dans la deuxième partie du ZCL, il est 13h01 et maintenant on va recevoir Monsieur Grégoire Lucien Dacalor, donc qui est exploitant agricole, qui a dédié sa culture aux fruits à pain. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on va parler avec vous justement de votre plantation qui est la première plantation qui exploite 60 arbres de fruits à pain. C'est ça? Officiellement je suis le premier à sauter le pas et à faire une plantation d'arbres à pain. Et je suis dédié à la consommation locale en particulier. D'où c'est venu? Où est-ce que vous avez eu l'idée de lancer cette activité? Cette idée m'est venue il y a un peu plus de 20 ans, lors d'un voyage à Cuba. Et je me suis dit, si Cuba a pu s'en tirer, a pu résister, pourquoi la Guadeloupe, à partir des potentialités existantes, ne pourrait pas avoir un démarrage économique durable. Comment c'est à Cuba, justement? Parce que, du coup, à Cuba, parce que les résistants à Cuba, notamment dans l'agriculture, ont fait de l'agriculture intensive et vivent presque essentiellement de l'agriculture et du tourisme. Donc, comment vous avez mis en œuvre ce projet-là, justement? Est-ce que vous avez été soutenu par votre entourage? Comment c'est venu? Vous avez eu des financements? Je ne sais pas. En fait, dites-nous comment. Au départ, j'ai fait un sondage et très peu de gens m'ont dit qu'il fallait véritablement planter du fruit à pain parce qu'il existe du fruit à pain un peu partout. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, il existe du fruit à pain partout, mais pas dans les supermarchés. Et il n'y avait pas encore de voie de transformation du fruit à pain. Donc, j'ai dit, si le fruit à pain se trouve accessible et visible partout, probablement il y aura des débouchés et il pourrait y avoir des emplois durables du niveau des employés jusqu'aux ingénieurs. Donc en fait, à la base, vous n'étiez pas agriculteur exploitant agricole. Est-ce que vous étiez comptable, c'est ça? À la base, j'étais acheteur professionnel à Air France. D'accord. Et donc vous avez appris toutes ces techniques Mais je l'ai appris sur le tas. D'accord. Puisque mes parents étaient déjà agriculteurs, ils plantaient à la fois de la banane et de la canne pour l'usine d'Herboussier. D'accord. Est-ce que vous avez du coup eu des difficultés particulières à monter toute la structure, tout le projet? Ou ça a été facile et simple? Ça n'a pas été très difficile, puisque j'ai imaginé qu'on pouvait
sauter un certain nombre d'étapes et faire le minimum de labo, c'est-à-dire il suffit d'avoir un terrain plus ou moins plat, faire les fosses, préparer les plants, ce que j'ai fait moi-même, et les arroser assez régulièrement. Le seul obstacle, ce sont les escargots qui, au départ, peuvent abîmer les plants. D'accord, d'accord. Donc vous avez un demi-hectare, c'est ça? Un demi-hectare, tout à fait. Et donc le rendement à l'hectare, j'ai vu, c'était 40 000 kilos. Le rendement à l'hectare, effectivement, c'est 40 tonnes. Voilà. Oui. Et donc en fait, ça permet justement de fournir les supermarchés, de vendre directement, c'est ça? Tout à fait. Alors, il faut savoir que le besoin en fruits à pain est énorme en Guadeloupe. Selon les statistiques de la DAF de 2012, la Guadeloupe consomme, croit qu'il n'y ait pas de plantation organisée, consomme déjà 75 000 tonnes de fruits à pain. 75 000 tonnes, d'accord. Voilà. Donc les 40 000 que vous produisez, enfin même pas 40 000, c'est la moitié. Les 40 tonnes, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. D'accord. Donc il y aurait besoin de développer encore plus ce type de plantation, d'exploitation. J'ai fait cette expérimentation de manière à donner l'exemple et à montrer le chemin. Qu'est-ce qui manque en fait justement pour que les gens puissent complètement se dédier? Il manque à la fois de la volonté politique, puisque dans un passé récent, on recevait du fruit à pain congelé de l'extérieur et qui se vendait en Guadeloupe. C'est un comble quand même. Voilà. Donc il y a une vraie nécessité de développer, d'avoir des mesures spécifiques pour pouvoir encourager justement les personnes, les agriculteurs à se spécialiser dans cette branche-là. Tout à fait. Je pense que sans vouloir défigurer la Guadeloupe, on pourrait reverdir la Guadeloupe. Parce que la plantation de fruits à pain, c'est une alternative à la chlordécone. Le fruit n'est pas dénaturé. Il n'est pas touché par la chlordécone. Il n'est pas touché par la chlordécone. Donc, c'est tout des bénéfices pour nous. Et on pourrait le planter aussi en association avec d'autres plantes. Chez moi, j'ai planté des arbres à pain avec une distance de 10 mètres. Et entre les arbres à pain, on peut à la fois faire une culture de piment, d'aubergines, ou aussi planter des bananes plantains, des bananes poteaux ou autre chose, puisque nous avons une terre plus ou moins chlordéconée dans le sud de la Basse-Terre. Donc, en fait, alors, du coup, ça n'impacte pas, la chlordécone n'impacte pas la culture du fruit à pain. Comment, justement, il manque autant de main-d'œuvre? Parce qu'en fait, on voit des fruits à pain un peu partout. Je veux dire, on passe dans la rue, on se promène en voiture, on en voit des tonnes de fruits à pain. Et là, on parle vraiment d'une culture, donc avec, j'imagine, un certain nombre de règles à respecter, de cahiers des charges, justement, pour exploiter l'agriculture du fruit à pain. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre justement pour réaliser ce type d'exploitation? Parce qu'on n'a pas saisi l'importance à moyen et à long terme du fruit à pain. Pourtant, des projets d'agrotransformation existent. Des structures sont en voie de construction. Et on pense que véritablement, du fait que nous avons des fruits à pain partout, qu'ils vont se trouver dans notre table d'un claquement de doigts. Moi, j'ai imaginé qu'un arbre à pain qui fait entre 20 et 30 mètres, si on fait une taille à 6 mètres, le jour ou la nuit, on pourrait véritablement cueillir des fruits à pain et les distribuer dans les différents supermarchés ou dans les différents marchés qui pullulent un peu partout. Donc du coup, est-ce que vous rencontrez des difficultés? J'imagine que non, à distribuer vos produits, puisqu'il y a plus de demandes que d'offres, d'après ce que je comprends. Je voulais véritablement servir d'exemple parce que j'ai une demande à la fois en plan d'arbre à pain
et à la fois en fruits à pain nature. Donc je voulais véritablement servir d'exemple parce qu'il faut honorer cette demande, auquel cas les gens qui ont des projets de transformation de fruits à pain, par exemple, de fruits à pain congelés, le bébé lait, et de la farine de fruits à pain, la crème de fruits à pain, ainsi que des produits plus ou moins alcoolisés à base de fruits à pain, iront chercher la matière première à l'extérieur. Et ça, ce serait dommage. Oui, c'est un gros problème. Donc justement, est-ce que vous pensez que les institutions et les autorités locales, elles soutiennent suffisamment Je pense qu'ils sont bien à l'écoute, ils le savent, mais on a tellement l'habitude de recevoir des hôtes de l'extérieur, probablement, ils sont en attente d'un déclic. Un déclic. Ils attendent quel déclic, selon vous? Quel déclic serait nécessaire justement pour pouvoir passer à l'action? Pour passer à l'action, nous avons les clés pour le développement économique. Il suffit de faire une table ronde et de dire qu'on veut aller vers une véritable filière de production de fruits à pain. Donner un certain nombre d'aides à ceux qui en demandent, et faire en sorte que nous ayons le fruit à pain tout au long de l'année. Parce que le fruit à pain porte presque tout au long de l'année, mais il y a des pics de production en janvier, février, et en juillet et août. Avec une production organisée, on peut véritablement toute l'année avoir du fruit à pain, parce que chez moi, j'ai mis de l'irrigation pour soutenir la production. Donc ça permettrait d'aller vers une autonomie alimentaire aussi? Tout à fait. D'accord. Au-delà de la culture du fruit à pain, de façon plus générale sur l'agriculture en Guadeloupe, quelle est votre vision en fait de ce qui se fait? Et puisque on a eu justement la culture de la canne qui revendiquait un certain nombre de choses. Bon, là vous parlez de la culture du fruit à pain. Quel est le futur de l'agriculture en Guadeloupe selon vous? Il faut véritablement avoir le juste prix pour que l'agriculteur puisse vivre de son travail. Si au départ les dés sont pipés, les calculs sont faits à la marge et que l'agriculteur n'arrive pas à s'en tirer, probablement, petit à petit, les gens vont se détourner de l'agriculture, alors que c'est le contraire que nous devrions avoir. Justement, il y a les journées, la semaine justement qui a eu lieu actuellement, du 19 au 23 février, on en parlait tout à l'heure, des métiers de l'agriculture pour susciter des vocations et pouvoir encourager les jeunes à aller vers cette filière qui auparavant était, on va dire, mal vue parce qu'on voulait justement sortir de l'agriculture, il fallait être fonctionnaire, il fallait être... Et là, on est dans une démarche inverse. Quel est votre regard justement sur ça? Je pense que véritablement le lycée agricole doit jouer tout son rôle de manière à permettre que la filière des étudiants vers l'agriculture soit plus aisée et soit plus connue, de manière que les gens aillent par envie, par vocation et non par accident. D'accord. Vous avez autre chose à nous partager concernant justement en conclusion des conseils que vous pourriez donner pour pouvoir intéresser à la culture du fruit à pain en particulier? Oui, je pense que véritablement nous devrions multiplier les plantations de fruits à pain, et ça va de pair avec toutes les manifestations que nous avons en Guadeloupe sur les fêtes du fruit à pain, ici et là, les foires agricoles, ainsi de suite. D'accord. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau, Monsieur Dacalor. Et n'hésitez pas à revenir pour nous parler de cette culture, en tout cas, qui pourra nous profiter à tous, on va dire, au niveau de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire. Merci beaucoup. Merci. On va recevoir maintenant Madame Caroline Richelot, qui est responsable de l'ASFO Conseil et qui va nous parler de nouvelle formation qui s'appelle Business Unite Manager. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup ce programme, de quoi il s'agit?
Donc Business Unit Manager est né de notre volonté d'accompagner les porteurs de projets et de professionnaliser un petit peu les projets, toute la partie projet. Donc ce programme de formation est un programme de formation qui se distille sur une soixantaine d'heures de formation et qui s'adresse à tout type de porteurs de projets, tout type de responsables de centres de profit. Vous discutiez juste avant avec M. Dacalor. Je pense que cette formation peut intéresser M. Dacalor et la filière agricole aussi. Donc vous avez 5 blocs de compétences. Donc un bloc de compétences qui traite du pilotage de la performance, un bloc de compétences au niveau stratégique, un bloc commerce, marketing digital, parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. Justement, pour tout ce qui est filière courte, le digital peut être un bon palliatif. Et bien évidemment, du management de l'ARH, puisqu'aujourd'hui, il faut être en capacité d'avoir quand même des bases juridiques pour pouvoir gérer notamment la durée de vie d'un contrat. Donc, en fait, si je comprends bien, ce programme est quelque chose de transversal, on va dire, qui permet de mener à bien tous les projets qu'on peut avoir. À la fois, on parle de la filière agricole, mais ça peut être autre chose. Tout à fait. On est sur un territoire de commerce. Donc aujourd'hui, ce type de formation intéresse de prime abord tous les gens qui sont justement responsables de centres de profit en commerce. Donc vous avez des produits à commercialiser, des produits à vendre. Vous voulez professionnaliser ce que vous avez déjà initié, peut-être de manière informelle. Cette formation est faite pour vous, d'autant qu'il n'y a pas de prérequis, si vous voulez, pour accéder à ce type de formation. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières au départ. Exactement. Et pas besoin d'avoir un niveau d'études surtout nécessaire pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, nous avons un certain nombre de personnes qui vont vers l'entrepreneuriat pour créer leur propre emploi et ont des idées. Mais au-delà de l'idée, il faut avoir des compétences financières, commerciales et autres. Et cette formation est un bon palliatif. D'accord, donc ça permet d'avoir des outils justement pour mieux gérer son entreprise. Tout à fait. C'est ça. Et il faut savoir que cette formation est dispensée par des professionnels, par des gens qui eux-mêmes ont des structures, eux-mêmes ont des problématiques commerciales, eux-mêmes ont des problématiques financières. Donc si vous voulez, vous êtes au cœur du sujet. Vous parlez de pro à pro sur des sujets qui vous concernent et vous prenez en plus votre centre de profit à titre d'exemple pour justement travailler sur vous-même comme un cas pratique. Donc en fait, ça permet d'évoluer sur son propre projet en faisant partie de cette formation. Exactement. Et le rythme de la formation, je vois que c'est assez distillé dans le temps. Donc est-ce que ça peut convenir à tout le monde? Justement, on a voulu ce programme distillé dans le temps pour permettre aux professionnels de se concentrer sur son business, sur le cœur de son business. Donc on est sur un rythme de 2 jours par mois. Se distiller sur 4 mois. Donc ça permet à la fois d'être sur une formation action qui vous permet de mettre en place dès la sortie du premier module les choses que vous avez acquises durant 48 heures. Donc on fait ça pendant 4 mois et au bout des 4 mois, cerise sur le gâteau, on vous offre 2 heures de conseils avec un des formateurs de votre choix pour accompagner davantage votre projet. C'est une formation que tout le monde devrait faire en fait. C'est pour ça que je suis là. C'est exactement ça. On va voir une interview ensemble, justement, qui traite, j'imagine, de ce sujet. Je vous remercie. C'est une formation qui n'est pas longue, donc qui n'est pas intrusive dans nos métiers. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, donc moi, je suis Christelle Duchot-Despois. J'ai un cabinet en environnement spécialisé dans la gestion des déchets qui s'appelle C2D Consulting. Notre travail, c'est d'accompagner les administratifs ou les administrations, les professionnels, en leur permettant d'avoir des solutions adaptées à leurs besoins pour la gestion des déchets. C'est une formation que vous recommanderiez autour de vous ? Alors oui, c'est une formation que je pourrais vraiment recommander et j'encourage les personnes qui le souhaitent, les entrepreneurs un peu comme moi. Pour la bonne et simple raison, c'est que d'abord, c'est une formation qui n'est pas longue, donc qui n'est pas intrusive dans nos métiers. Elle est faite avec la réalité du terrain, avec des professeurs et des formateurs qui savent, qui connaissent notre réalité, qui comprennent notre réalité. Est-ce que vous avez pu appliquer des choses d'ores et déjà ? Alors, la première chose que j'ai appliquée, c'est le pilotage de la performance, que je faisais de manière officieuse, mais sans en avoir vraiment l'assurance sur les outils, sur la manière, sur la façon de faire.
Là, je souhaite me pencher sur le marketing digital, car là, maintenant, j'ai compris un petit peu les enjeux. Avez-vous des commentaires, des suggestions? Je pense que c'est vraiment une très belle approche. Les équipes pédagogiques sont vraiment à nos écoutes et c'est agréable. Bravo à l'ASFO pour cette initiative, pour vraiment cet accompagnement auquel je me sens vraiment attendue et très bien accompagnée. Voilà. Et donc alors, cette formation a l'air très intéressante. Comment l'ASFO justement accompagne les participants après cette formation? Alors, nous tenons à bien cerner le besoin du client en amont pour justement préparer au cas par cas un petit peu certains modules parfois. Là, vous venez de voir l'exemple de Madame Diocho. Madame Diocho est une entrepreneure qui a un cabinet de conseil. Il y avait dans cette même promotion des gens qui avaient plutôt des commerces. Donc il a fallu aussi faire matcher, vous voyez, des réalités de terrain qui ne sont pas forcément les mêmes, avec une gestion de stock d'un côté, plutôt de la pratique intellectuelle d'un autre côté. Et en aval de la formation, on retourne voir l'entreprise pour savoir ce qui a été mis en place, et voir si justement de la formation complémentaire serait peut-être nécessaire ou du conseil en fonction des besoins. Oui, avoir une approche un peu plus personnalisée. Exactement. En fait, c'est ça. Et donc, alors, pour participer à ce programme, est-ce qu'il y a des critères, ou bien, comme on a dit, que c'est un peu ouvert à tout le monde, mais est-ce que vous sélectionnez, je ne sais pas, les entrepreneurs On essaie d'avoir des promotions qui soient plutôt mixées, de manière à ce que parfois des modèles économiques qu'on utilise dans des secteurs d'activité qu'on n'aurait peut-être pas eu l'idée d'utiliser puissent justement éveiller l'intérêt chez d'autres participants. Donc là, la prochaine session, ce sera au mois d'avril. On fait des petits groupes, on fait des groupes de 6 personnes pour que justement chacun puisse s'exprimer. Et ça crée vraiment une émulation au sein du groupe, puisque à la fin de cette promotion, vous pouvez vous apercevoir que le groupe a été constitué et que les gens restent en contact les uns avec les autres, parce qu'ils ont tellement appris les uns des autres, au-delà de la formation institutionnelle, que ça crée des liens de fait et des liens business aussi. D'accord, donc c'est une façon de tisser des liens, comme on vous dit, business. Donc avril, la prochaine session? Exactement, ça démarre en avril. D'accord. Est-ce qu'on peut se rapprocher de vous d'une façon ou d'une autre? Donc vous pouvez un visuel contacter l'ASFO. Nous avons donc une ligne fixe, le 0590 89 45 56. On pourra vous prendre un message ou transmettre l'appel. Et vous avez une porte ouverte aussi? Alors nous avons une porte ouverte en effet le 2 mars au matin à l'ASFO. Donc si vous êtes une entreprise ou que vous êtes un alternant, un apprenant et que vous êtes à la recherche d'une formation, n'hésitez pas à venir. Vous pourrez rencontrer des entreprises, rencontrer d'autres alternants. Nous avons aussi de nouvelles formations qui ouvrent à la rentrée, notamment un BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques, une licence en marketing opérationnel, un DCG, donc pour des gens qui veulent se spécialiser sur de la comptabilité, et un MBA en RH. Donc aujourd'hui, l'ASFO se veut très ouvert sur des formations transverses et qui peuvent répondre à un besoin territorial global. Donc maintenant, il n'y a plus besoin de partir, on a tout sur place en Guadeloupe. C'est tout, c'est la conclusion. C'est l'idée. D'accord, mais en tout cas, merci d'être venu pour parler de votre formation. Donc on a dit Business Unite Manager, 5 modules de formation qui commencent en avril, qui pourront vraiment participer à la réussite de votre entreprise. Voilà, on va enchaîner avec notre deuxième coupure publicitaire et on reviendra tout à l'heure avec monsieur Alain Moustache Mayeko, donc 5e adjoint au maire de la ville de Port-Louis. À tout à l'heure. Alors oui, alors il est 13h29 et maintenant on va recevoir monsieur
Alain Moustache Mayeko, donc 5e adjoint au maire de la ville. Non, 8e. 8e 8e. On a mis 5e sur ça, mais c'est 8e. Oui, oui, c'est ce que je vois de marquer. Donc 8e, d'accord. Adjoint au maire de la ville de Port-Louis. Donc vous êtes responsable de la commission communication et protocole. C'est bien ça? Absolument, oui. Ok. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler justement du bilan mi-mandat, c'est ça, de la ville. On va revenir sur ce sujet, mais justement, est-ce qu'on peut commencer justement à parler de la présence du drapeau la présence du drapeau de la Guadeloupe sur la mairie de Port-Louis. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations à ce sujet? Bon, je ne sais pas s'il y a des informations. Moi, je dis tout le temps, enfin, j'ai oublié de saluer la population de la Guadeloupe, et en particulier celle de Port-Louis, vous comprenez bien. Bien sûr. Donc, je ne sais pas s'il y a des explications à donner, mais je vais vous donner comment est-ce que nous, on a analysé les choses au niveau de la mairie, en particulier monsieur le maire. La municipalité, la population de Port-Louis n'a pas porté à la direction de la commune une équipe pour la question de l'indépendance ni pour la question de l'autonomie. Mais la population de Port-Louis connaît l'orientation, l'idéologie politique de son maire. M. Jean-Marie Hubert est un nationaliste avéré, c'est je dirais même indépendantiste, même si pour moi ça n'a pas de grand sens, convaincu. Il n'a jamais mis son drapeau dans sa poche, il l'a toujours dit. Et après beaucoup de réflexions qu'on a eues, parce que vous voyez très bien que je parle d'idéologie, mais tout le monde pour lui qui votait pas la même idéologie là. Donc on doit respecter tout le monde. Ceci étant, après avoir bien lu, revu les textes, il fallait bien affirmer un certain nombre de choses sur le plan politique, parce que notre analyse, c'est que les maires de Guadeloupe aujourd'hui ne font pratiquement plus de politique. Ils se contentent de gérer des fois bien, parce que nous avons de bons élus en Guadeloupe, leur administration. Et nous, à Port-Louis, on n'est pas tout à fait dans cette posture-là. Donc c'est un symbole que vous voulez vraiment marquer. Oui, c'est un symbole, on voulait affirmer un symbole, d'autant que, après avoir bien épluché la loi, contrairement à ce que disent les autres, et vu qu'ils sont étonnés du fait que le drapeau est encore là, ce n'est pas un geste contre l'État français, et surtout, ce n'est pas illégal. La loi autorise ce genre de geste à côté, bien entendu, du drapeau français et du drapeau européen. D'accord, merci. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation financière actuelle de la commune de Port-Louis? Oui, j'aime pas parler chiffres parce que je ne suis pas expert là-dedans, mais en fait, ce que vous voulez savoir, oui, c'est pas une litanie, c'est la réalité. Quand on est arrivé en 2020, et la commune était dans une situation très difficile, avec un déficit d'environ 6 millions, entre 6 et 7 millions d'euros. Mais ça, c'était le déficit officiel, je dirais. Et officieusement, c'était autre chose? Ensuite, quand on a fouillé, on a bien cherché, on s'est bien rendu compte que c'est un chiffre qu'on devait doubler. D'accord. Donc, réellement, donc une vraie difficulté. Dans la réalité, on avait un déficit de 13 millions d'euros. Bon, nous, comme dit le maire de Port-Louis, on ne s'est pas mis à pleurer là-dessus, etc. On s'est dit, on a demandé à la population de voter pour nous. On a un projet, on a une stratégie de développement, mais le passif nous appartient aussi. Donc, on n'a pas passé notre temps à critiquer l'ancienne municipalité, etc. On a décidé de se mettre au travail. Alors, quelles mesures, justement, vous avez mis en place pour y remédier? Alors, les mesures qu'on a mises en place, ce sont des mesures traditionnelles qui sont souvent préconisées par la Chambre régionale des comptes, à savoir ne pas remplacer les agents qui partent à la retraite, c'est-à-dire ne pas figer un petit peu les dépenses, essayer de contenir au maximum les dépenses de fonctionnement. Et ensuite, d'aborder la question de l'investissement un petit peu différemment, à savoir mobiliser tous les fonds européens qui sont disponibles, et ensuite travailler un maximum avec des projets pertinents en collaboration avec les collectivités majeures, à savoir le conseil départemental, le conseil régional
et les différents services déconcentrés de l'État. Alors, je profite ici en particulier pour remercier le conseil régional et le conseil départemental en particulier, mais tout le monde aime, enfin en particulier le conseil régional qui nous a donné un sacré, j'ai pas envie de dire coup de main parce qu'en politique ça serait un petit peu trop simpliste, mais le conseil régional nous a aidé en ce qui concerne nos projets, en particulier pour nos infrastructures à caractère structurant. Donc, maîtrise des dépenses, on va dire, chercher de nouvelles recettes. Actuellement, vous en êtes où? C'est-à-dire? Le bilan, c'est par rapport au 13 actuellement, nous sommes sortis de la tutelle de la Chambre régionale des comptes. Les services de l'État ont estimé que nous avions donné satisfaction. Aujourd'hui, nous avons un budget global d'environ 16 millions d'euros. Et vous comprenez très bien que, comme toutes les communes de Guadeloupe, avec un fort pourcentage consacré au fonctionnement, nous avons un peu plus de 6 millions pour les dépenses du personnel. Vous connaissez très bien aussi bien que moi le côté social des municipalités. Donc, nous avons aujourd'hui une situation financière, je ne dirais pas très saine. Elle est délicate, mais nous tenons la route. D'accord. Justement, par rapport aux difficultés sociales, il y a eu une grève qui a duré pendant quelques mois, on va dire. Où est-ce qu'on en est actuellement par rapport à cette grève? Alors, vous allez voir dans les documents que je vous ai donnés, il y a eu d'abord la grosse grève qui impliquait toutes les communes de Guadeloupe. Ensuite, l'UTC a signé un accord de méthode avec l'ensemble des communes, lequel accord nous avons signé. Et ensuite, il fallait gérer les différents de commune par commune avec les délégations de l'UTC. Donc, nous sommes tombés en désaccord sur, si vous voulez, comment régler la question de la carrière des agents, surtout que la principale revendication de l'UTC à l'époque, c'était la mise à jour de la carrière des agents entre 2014 et 2019. Or, nous sommes arrivés, nous, en 2020. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas à le faire? Non, mais ça prenait du temps. Ensuite, il y a des choses qui n'ont pas été faites tout à fait en accord avec la légalité, mais chacun a sa manière de dire ou de voir le droit. Donc, nous, on a travaillé là-dessus, et au bout d'un certain temps, on a pris un certain nombre d'arrêtés qui étaient réclamés par l'UTC. Mais attention, ce que je dis là, ce n'est pas tout à fait évident, mais on a pris des arrêtés tout en disant à l'UTC que ces arrêtés-là seront rétoqués parce que ce n'est pas légal. Alors, l'UTC nous rétorque que Pointe-à-Pitre a fait la même chose, Morne-à-l'Eau a fait la même chose, etc. Le maire a dit d'accord, on va voir, on essaye. Et finalement, ces arrêtés ont été pris. Et quand les arrêtés ont été pris, l'autre syndicat de M. Varro, la CFTC, a dénoncé ces arrêtés-là au tribunal. Donc nous étions jusqu'à présent en attente des résultats, et je peux vous dire que je ne peux pas vous donner les résultats définitifs, mais au moment où je vous parle, le rapporteur de la République a donné fait et cause à M. Varro et à la CFTC. Mais ça, c'est un réquisitoire, c'est une demande. Oui, donc vous êtes en attente on est en attente du résultat définitif. Voilà. Et vous savez aussi bien que moi que généralement, le juge suit quand même... donc ça va vers une issue, on va dire... Oui, mais ça va être difficile. Je crois qu'on reviendra ici, et peut-être le maire lui-même reviendra, ou peut-être notre élu, ou peut-être la DGS, mais on reviendra ici vous expliquer en clair ce qui s'est passé. Parce que quand vous prenez les arrêtés, ça produit à la fois du droit et ça produit des effets. Et quand ces arrêtés-là sont jugés non conformes à la loi, eh bien, les personnes qui ont bénéficié de ces effets, pas du droit, parce que le droit c'est le droit, mais de ces effets, se trouvent dans certaines difficultés. Et c'est ça qui risque d'arriver. D'accord. Donc la suite à venir. La suite à venir, bien sûr. On peut peut-être parler aussi de l'affaire Cabana Beach, puisque c'est une affaire qui a suscité pas mal d'émoi, et il y a une action judiciaire qui est en cours. Quel est l'état actuel de cette situation? Vous savez, pour moi,
je le dis tout le temps, il n'y a pas d'affaire comme un Beach. Il y a un désaccord entre un jeune paulusien et la municipalité actuelle. Et nous sommes donc, dans l'obligation de respecter deux choses, je dirais même trois choses. La première chose, ça va de soi, on doit respecter la loi. Deuxième chose, nous avons un PLU qui a une orientation, on doit respecter cela. Et ensuite, on a une stratégie de développement s'agissant de notre littoral là pour lui, qu'on a mis en place, qu'on a expliqué, que vous allez trouver dans les documents que je vous ai donnés, qu'on doit respecter. Il se trouve que le jeune paulusien en question nous a rencontrés une ou deux fois, et on lui a expliqué qu'en fait, il a, si vous voulez, il s'est pénalisé lui-même en ne respectant pas plusieurs lois. Premièrement, il est sous les 50 pas géométriques. Deuxièmement, il a construit un véritable bâtiment sans permis. Troisièmement, il reçoit du monde, il organise des fêtes et il n'a reçu aucun passage de la commission de sécurité, ni communale, ni départementale. Et vous savez que c'est obligatoire quand on est un ROP, ça veut dire qu'un établissement recevant du public. Tout à fait. C'est énormément de choses. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il arrive quelque chose dans une de ces manifestations, sur un espace public. Qui c'est qui est responsable? C'est le maire. Je vous dis qu'il a... En plus, on veut nous faire croire qu'on s'acharne contre le jeune homme, alors que ce n'est pas nous qui l'avons tiré au tribunal, mais la DEAL, c'est-à-dire le service de l'État. Il a reçu sa première contravention pour son emplacement là où il est en 2017. Et je répète encore, nous sommes arrivés en 2020. En plus, je vais faire quelque chose d'assez particulier. Je suis même amené à dédouaner l'ancienne municipalité. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, de toute façon, je vous ai donné là l'audition de l'ancien maire. En fait, il a essayé un petit peu de soutenir les jeunes, mais en fait, lui-même, il n'a jamais donné d'autorisation écrite, d'autorisation conforme, sauf un AOT qui autorisait le jeune homme, et il n'avait pas encore construit tout ça, qui l'autorisait à pratiquer des activités nautiques et de loisirs. Donc à partir de ça, il s'est développé, il a développé, etc. Mais quand il a commencé à se développer, on est allé le voir, on l'a rencontré. Mais le bonhomme, il était persuadé qu'il était dans son droit, il ne s'est jamais préoccupé de ce qu'on lui disait. En même temps, il est branché sur l'électricité de la commune, il est branché sur l'eau de la commune, il est branché sur les canaux d'évacuation qui n'étaient pas préparés à cela, donc il y a toujours des refoulements. En fait, il y avait une situation qui était un peu difficile. Alors nous, notre problème, qu'est-ce qu'on a fait? Il n'est pas question pour nous de dire au jeune homme, sortez de là, allez-vous-en. Non, on lui a proposé un autre espace. D'accord. Qui est à peine à 50 mètres de l'endroit où il est. Sauf qu'il n'a jamais voulu entendre. Alors à ce moment-là, je vous rappelle la dernière parole que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute mon gars, le jour où tu auras affaire sérieusement avec les services de l'État, c'est la municipalité qui devrait normalement te servir de recours. Donc tu as intérêt à te rapprocher de nous et on va voir comment on va régler ça ensemble. Il a estimé qu'il était dans son droit. Aujourd'hui, il a reçu 2 condamnations au pénal et devant le tribunal administratif à détruire, etc. Il a fait appel, mais je vous assure que ça va être difficile. Donc nous, on ne lui a... C'est-à-dire que moi, ça me gêne un peu de dire ça. Donc là, vous êtes en attente de la décision du tribunal, c'est ça? Nous, on n'est pas en attente. C'est plutôt lui qui est en attente de la décision du tribunal. Nous, on fera qu'appliquer le droit. Ça veut dire, on ne peut pas accepter que quelqu'un construise, parce qu'il y a quand même une autorité. À part lui, c'est monsieur le maire, c'est le conseil municipal. On ne peut pas accepter que quelqu'un construise sans permis. On ne peut pas accepter que quelqu'un reçoive du public sans commission de sécurité. Il y a des choses que le maire doit faire respecter. Donc oui, la municipalité garantit justement la préservation de ces espaces, de la loi. Et moi, je ne vais même pas sur le côté préservation et de tout ce qui est notre littoral urbain. On doit, parce que, je vais vous dire quelque chose. C'est vous qui avez attaqué le problème, pas moi. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Nous, on a défini une stratégie pour le développement du littoral. Et
dans cette stratégie-là, il y a deux pans. Un développement économique, mais à visage humain, et ensuite une préservation du littoral, par exemple en cas de cyclone, en cas de mauvais temps. Donc, M. Barfleur Duton, qui était maire, il s'est débrouillé pour qu'un maximum d'habitants dégagent le littoral. Parce que quand il y a un cyclone, quand il y a la houle cyclonique, les habitants ils sont en danger. Et là encore, c'est un espace public et c'est la municipalité qui est responsable. Alors, on veut nous faire quoi? Parce que nous, on est... Non. Il y a une première affaire avec deux dames qui sortaient, je crois, de Corse, à qui M. Aoten, l'ancien maire, avait envoyé vers la CIMAG. Et il a acheté un morceau de terre en mer à la CIMAG, en les bois à la mer. Là, nous estimons que c'était illégal. Donc, l'affaire se retrouvée devant les tribunaux. Et là encore, le tribunal a donné raison à la municipalité de Port-Louis. Donc, quelle que soit la couleur, quel que soit Gousset, quelle que soit l'orientation, il y a une stratégie définie par la municipalité que nous demandons à tout le monde de respecter. Qui ou t'es famille en nous, qui ou t'es Guadeloupéen, qui ou t'es Corse, qui ou t'es Portugais, je ne sais pas, mais nous, on est comme ça. On a une stratégie, on a une loi à faire respecter, et on est une autorité qu'on entend aussi qui soit présente dans les affaires de la commune. Et justement, en parlant de stratégie, quelle est la stratégie de la ville pour faire développer justement à la fois l'économie et tout ce qui est en conservation du littoral? Quelle est votre vision de alors, j'aurais pu faire des choses, venir ici et récupérer les documents que je vous ai donnés et vous les lire. Oui. Non, me parler juste... Ou encore, non, je plaisante un petit peu. Non, la réalité, c'est que nous avons une stratégie, un projet qu'on a proposé à la commune de Port-Louis qui est basé sur deux éléments fondamentaux. Et c'est pour ça que le littoral doit être absolument à la fois protégé et à la fois préservé et en même temps développé. Nous avons un axe qui part de la plage pour arriver jusqu'au port. La plage devra, tout au moins dans sa partie littorale, devra être absolument réservé aux baigneurs. Ça fait pendant que tout le monde a baigné, et scooter de mer qui passe au Watertayo, ça c'est déjà vu pour lui, on a arrêté ça. Et c'était dangereux, il y a eu des accidents. Donc on a arrêté ça. La plage doit être un espace réservé aux baigneurs. Et quand je dis aux baigneurs, je ne dis pas aux baigneurs paulissiens, aux baigneurs de toute la Guadeloupe, voire du monde entier. Bref. Ensuite, il y a le développement du port. Avec toutes les activités, et avec le conseil départemental, on est en train d'y travailler. Il y a un port de pêche, il y a un quai pour passagers, développement sur les pays de la Caraïbe, et il y a aussi un secteur pour le transport de marchandises, mais il y a surtout ce qu'on appelle un port à sec. Un port à sec qui va développer toutes les activités de carénage, réparation de bateaux, mise en sécurité en cas de cyclone, etc., etc. Donc, nous sommes en train, avec le conseil départemental, de travailler sur tout cela, et quand je dis nous sommes en train, c'est réel. On a rencontré le conseil départemental il n'y a pas longtemps, et on va les rencontrer encore dans les jours qui viennent. Sur la plage maintenant, parce que je vous ai parlé du port, maintenant la plage, en dehors du fait que l'espace littoral doit être réservé aux baigneurs, l'espace sableux aussi doit être réservé aux baigneurs. En arrière aux plages, on a deux projets. On a le projet Océan qui est en phase terminale en ce moment, et on a ce qu'on appelle le village artisanal, qui est piloté par la communauté d'Aglo, ça veut dire organiser économiquement la partie arrière-plage avec tout ce qui sera commerce, avec des box, avec des activités, d'autant que dans le cadre du plan Océan, la plage de Port-Louis est déjà extrêmement garni en termes de parcours sportif et tout le reste. Il y a tout ce que vous voulez trouver là comme activité sportive. Maintenant, avec la communauté d'Aglo, on est en train, de toute façon les travaux vont commencer bientôt, s'il faut commencer au moment où on va parler, on est en train de... Donc il y a la plage. Mais de notre côté, il y a également... la partie, si vous voulez, ce qu'on appelle l'arrière-pays. Il y a la partie arrière-pays, et là-dessus, au niveau de la municipalité de Port-Louis, on a le PAT, le plan alimentaire territorial, et sur lequel on fait un travail énorme avec
la mutualisation, surtout le rassemblement de l'ensemble des agriculteurs en lien avec les restaurateurs, etc. Donc, on n'a pas projets, que vraiment la mer. Des objectifs pour rendre attractif. Tout à fait. Et sans compter qu'en ce moment, pour attirer effectivement du monde à Port-Louis, mais pas attirer du monde à tout prix, parce que vous savez que le tourisme des masses commence à avoir ses effets pervers. Donc, au moment où je vous parle, Monsieur le maire a trouvé le moyen de proposer des projets au financement régional. On est en train de refaire à neuf le stade de Port-Louis, qui était vraiment dans un état de... J'en prends même pas le mot. Et nous pensons que nous allons récupérer ce stade pour inauguration courant 2024. Je ne donne pas de date. Et nous sommes en train de reconstruire l'école primaire dans une sorte d'opération tiroir. On détruit un bâtiment et on met les élèves ailleurs, on refait le bâtiment à neuf. Quand le bâtiment est terminé, on récupère les enfants, on les met, ensuite on redétruit un autre bâtiment. Donc c'est tout cela, et si vous venez à Port-Louis, même cet après-midi, vous allez voir que c'est en cours, donc je ne suis pas en train de vendre du vent. Donc un vrai travail qui se fait à la fois sur le fond, la forme aussi, vous travaillez vraiment en profondeur. Ah, on est là pour ça. Vous savez, on a un maire qui a consacré toute sa vie à la politique. Et je le dis souvent, c'est un monsieur, bon, je dis les choses même privées, il était cadre au Crédit Agricole, il a passé toute sa vie en tant que cadre supérieur au Crédit Agricole, il aurait pu s'organiser pour avoir une sacrée belle petite vie de petit bourgeois, etc. Ce qu'il a toujours, ça n'a jamais été son style. Et il a consacré toute sa vie à la politique à la fois de son pays, mais en même temps aussi de sa commune. Et là, aujourd'hui, il est maire et c'est tout naturellement qu'il nous a transmis. Vous savez ce qu'il a fait quand on est arrivé? La première chose qu'il a faite, il a diminué l'indemnité des adjoints de 30%. Et vous savez ce qu'il a fait avec ces 30%-là? Il a redistribué aux conseillers municipaux. Il a diminué ses indemnités de 60%. Et il a pris tout cela et a mis ensemble, ce qui fait que tous les élus de notre municipalité ont une délégation. Et avec cette délégation-là, ils reçoivent une petite indemnité, parce que c'est jamais évident, hein, parce que c'est du bénévolat. Mais en même temps, il y a la réalité. Donc, voilà sa première mesure. Ça vous donne une idée de l'homme qu'il est. Donc, ce serait un exemple à suivre, sûrement, pour les autres... Alors, nous n'aimons pas beaucoup le mot d'exemple. On aimerait, et ça, je n'ai pas fini de vous répondre sur la question du drapeau. Si on nous dit qu'à Port-Louis, c'est un laboratoire où on fait des choses, on met des choses en place et on regarde le résultat, nous sommes d'accord. Mais d'exemple, nous n'avons pas cette prétention-là. D'accord. En tout cas, vous avez un bulletin donc, municipal qui est sorti, là, janvier 2024, qui retrace le chemin parcouru, donc un bilan de mi-mandat, qui est disponible donc, essentiellement à la mairie. Qui est disponible à la mairie pour lui et que nous avons édité en 3200 exemplaires, que nous allons mettre dans chaque boîte aux lettres. Et bien entendu, que nous avons envoyé à toutes les collectivités, parce que si pour lui a développé le conseil régional Nipawaï, le conseil départemental Nipawaï, et l'État aussi, nous avons envoyé les services de conseil de l'État, comme l'ONF, le conservatoire du littoral, que nous envoyons à tous les partenaires institutionnels et que nous envoyons à toute la presse également. Et bien entendu, à nous, ce qu'on appelle la diaspora port-louisienne. Donc, bon, maintenant, comme vous dites, les choses sont plus modernes. Au lieu de mettre ça, voilà, nous faisons ça en ligne, c'est vite fait. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai reçu sur WhatsApp, donc... Eh bien, voilà. Voilà. En tout cas, merci d'être venu, Monsieur Moustache Mayeko, pour nous parler donc, de l'évolution de la ville de Port-Louis et de tout ce que vous mettez en place pour améliorer la vie de nos concitoyens, on va dire. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, parce que je ne suis pas très habitué à ce genre d'exercice, mais j'avoue que votre sourire m'a mis à l'aise. Oh, merci beaucoup. Et puis finalement, ce serait un plaisir de revenir, parce que des fois, on raconte des choses, on dit des choses, et la réalité, et s'agissant de Port-Louis, il faut faire venir les élus, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce sera peut-être pas moi, ce sera ou le maire ou un autre, mais c'est avec plaisir que nous aussi, nous acceptons les invitations pour parler de ce que nous faisons,
ça nous a fait. Bien sûr, merci beaucoup. Merci. On va revenir donc sur nos invités. Aujourd'hui, on a reçu Achaya, donc qui nous a parlé de l'association Rastafari Way, donc de la conférence débat qui aura lieu ce lundi 26 février à 19h à la salle Gérard Loquel, donc avec en lien avec le mois de l'Afrique qui va inviter le docteur Umar Johnson, donc conférencier qui vient de Philadelphie, psychologue activiste. Ils vont parler de l'unité nécessaire de la Caraïbe et de l'Afrique francophone. Une deuxième conférence aura lieu le 27 février. Donc la case traditionnelle en Afrique. Les murs levés de nos mémoires enfouies. Donc ça se trouve à la salle Gérard Loquel, donc c'est gratuit, c'est dans le cadre du mois de l'Afrique. On reviendra sûrement demain sur ce mois de l'Afrique avec d'autres invités. On a parlé avec monsieur Dakalor du fruit à pain, donc c'est un exploitant agricole qui a dédié sa culture au fruit à pain. Il nous a parlé de la première exploitation qu'il y a en Guadeloupe. On est venu avec Caroline Richelot parler de cette nouvelle formation Business Unite Manager, donc à l'ASFO, pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir développer leur entreprise de façon optimale. Et avec M. Alain Moustache Mayeko, on a parlé de la ville de Port-Louis, des différentes actions qui ont lieu sur cette commune. Au niveau des titres de l'actualité, nous avons traité de la semaine des métiers de l'agriculture avec France Travail. Nous sommes venus sur micro-trottoir pour vous parler des blocages. Que pensez-vous de cette méthode d'action? Et on a parlé avec Max Morel de DE, qui est en finaliste du plus beau village de France. Donc une élection qui a lieu jusqu'au 8 mars. Vous avez la possibilité de voter pour la ville de DE pour pouvoir bénéficier donc du rayonnement, on va dire, dans l'Hexagone. Voilà pour aujourd'hui, 21 février, il est 13h56 et on a fini cette édition du ZCL. On se retrouve demain. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé et bon après-midi.